On commence tout de suite ce Lex Inside. On va parler fraude au paiement. Les arnaques se multiplient. Faux conseillers bancaires, SMS frauduleux, mails piégés. Qu'en est-il de la responsabilité des banques face à cette situation? On en parle tout de suite avec mon invité, Marie Polygone, associée au sein du cabinet Erigone. Marie Polygone, bonjour. Bonjour Arnaud. Je viens d'évoquer la situation explosive en matière de fraude au paiement. Comment expliquez-vous cette situation avec une recrudescence d'arnaques? Alors aujourd'hui, la fraude bancaire, ça s'est stabilisé à environ 1,2 milliard d'euros. Et effectivement, on peut dire qu'il y a une forme de recrudescence importante qui s'est caractérisée par une recrudescence des fraudes liées au numérique, qui était environ 30% des fraudes en 2017 et qui sont aujourd'hui plus de 50% des fraudes. Et ce qu'on constate maintenant véritablement, enfin une tendance importante, c'est que face à ce phénomène, les banques ont vraiment renforcé tout ce qui est sécurité bancaire, authentification sécurisée des opérations bancaires. Et donc, les fraudeurs doivent regorger d'inventivité et s'appuient principalement sur des manipulations faites par les victimes. Donc, les nouvelles typologies de fraude laissent une place importante aux opérations faites par les victimes elles-mêmes. C'est le cas, par exemple, des opérations qu'on appelle de spoofing. C'est des opérations dans le cadre desquelles la banque, l'escroc va se faire passer pour la banque, donc appeler d'un numéro qui serait le numéro comme le numéro de la banque, la victime qui va ensuite devoir authentifier des opérations de paiement en direct, faire des virements frauduleux, pensant parler à son conseiller bancaire. Une autre de ces nouvelles typologies, c'est ce qu'on appelle le phishing ou hameçonnage. La fraude consiste dans ces cas-là en un email reçu, et donc la victime doit cliquer sur un lien elle est ensuite redirigée vers un faux espace bancaire, ou alors elle doit répondre à un mail avec ses coordonnées bancaires. Donc il y a une action de la victime. Exactement. Il y a une manipulation faite par la victime dans cette typologie de phishing. Il y a aussi un moyen un peu dérivé du phishing qu'on appelle le smishing, c'est le phishing par SMS. Où pareil, encore une manipulation de la victime. C'est également le cas de ce qu'on appelle les fraudes aux coordonnées bancaires, où là, ça vise plutôt des entreprises, et donc l'escroc va se faire passer pour un partenaire commercial de l'entreprise. Donc ça implique qu'il ait quand même une bonne connaissance de l'entreprise en tant que telle, qu'il ait pu, grâce au numérique, infiltrer un peu les systèmes informatiques de l'entreprise, se faire passer pour un partenaire commercial et donner son propre RIB en prétextant un changement de RIB de la part du partenaire commercial pour bénéficier des fonds détournés. Et enfin, et là c'est une typologie c'est encore assez proche, la fraude au président, où là cette fois-ci l'escroc va se faire passer pour le président, le directeur d'une entreprise, et donc dire aux collaborateurs: faites un virement à telle entité qui sera un partenaire. Le dernier cas qui est un peu différent, mais qui est assez fréquent, présent en 2024, c'est la fraude par skimming. De quoi s'agit-il? Et là, c'est en fait le terminal de paiement qui est détourné. Et donc, quand on insère sa carte bleue, toutes les données sont récupérées, et donc des fraudes peuvent avoir lieu. Donc, c'est une fraude liée au numérique, mais en physique, puisque c'est les terminaux de paiement directement qui sont ciblés au sein des bars, restaurants, On voit petits que les commerces. escrocs sont de plus en plus ingénieux. Comment les victimes peuvent-elles se protéger face justement à ces escrocs? Quel est le cadre légal? Alors, le cadre légal, il est vraiment protecteur de la victime, puisque dans ce type de fraude, c'est souvent très difficile de retrouver les fraudeurs. Donc, la loi prévoit, c'est l'article L133-18 du Code monétaire et financier, que la banque est par principe tenue de rembourser le montant des opérations qui ont été non autorisées. Donc, c'est la banque qui doit rembourser les fonds détournés. Pour rentrer un tout petit peu plus dans le détail, pour savoir si la banque doit rembourser ou pas, il y a ce qu'on appelle une sorte d'arbre décisionnel, où la première question qui doit se poser, c'est: est-ce que l'opération qui est contestée par le client a été autorisée? C'est à la banque de prouver que l'opération est autorisée. Et là où c'est très difficile pour la banque, c'est qu'il ne suffit pas de montrer que les modes de paiement sécurisés, donc le code SMS, l'espace sécurisé, ont été utilisés pour dire que l'opération a été authentifiée et autorisée. Donc très Qu'est-ce souvent, qu'il faut alors? malheureusement, c'est une preuve impossible. Donc, en fait, la banque ne peut pas prouver que l'opération est autorisée. Si le client dit c'est pas autorisé, l'opération est considérée comme non autorisée. Donc elle rembourse, elle est obligée de Ensuite, rembourser. on passe à la deuxième question, qui est est-ce qu'il y a eu une fraude? Est-ce que la banque est en mesure de prouver une fraude de la victime?
Donc, si la banque peut prouver que c'est la victime qui, en fait, elle-même a fait tout un montage pour faire comme si elle avait été escroquée pour se faire rembourser des opérations qu'elle a elle-même passées, la banque ne rembourse pas. Si elle D'accord. n'arrive pas à apporter la preuve d'une fraude, on arrive à la troisième question. Est-ce que l'opération a été authentifiée selon les moyens sécurisés? Si c'est pas le cas, donc c'est là où la banque a quand même une responsabilité importante, c'est pour inciter les banques à sécuriser l'ensemble du système de paiement. Si l'opération n'a pas été passée avec des codes, donc le code SMS, avec la validation sécurisée, dans ces cas-là, la banque doit rembourser, peu important la négligence ou non de la victime de la fraude. D'accord. Si l'opération a été sécurisée, et là, c'est là où on arrive à ce qui concentre l'ensemble du contentieux, la question qui va se poser, c'est la victime a-t-elle ou non commis une négligence grave? C'est quoi une négligence grave? Donc, si la victime a commis une négligence grave, dans ces cas-là, la banque ne rembourse pas. Si la victime n'a pas commis de négligence grave, la banque rembourse. Et Est-ce que le effectivement, fait de cliquer, par exemple, sur un lien qui est envoyé par SMS, c'est une négligence grave? voilà, alors c'est une très bonne question parce que sur cette question, la jurisprudence a été amenée à se prononcer et elle est particulièrement sévère en matière de phishing, puisqu'effectivement, elle considère que le fait de cliquer sur un lien envoyé par SMS est une négligence grave quand il a permis la fraude. Là où il y a quand même une subtilité qui est assez favorable aux victimes, c'est que c'est à la banque d'apporter la preuve que la victime a cliqué sur ce lien SMS. Et très souvent, la banque n'a pas cette preuve puisque Bien ça a eu sûr. lieu sur le portable de la victime et donc elle ne peut pas prouver. Souvent, ce qui apporte la preuve, c'est que la victime parallèlement fait une plainte pénale et dans le cadre de l'enquête pénale, on peut parfois réussir à remonter aux origines de la fraude et donc à démontrer qu'effectivement la victime a cliqué sur un lien envoyé par SMS, sur un email et que c'est cela qui a permis la fraude. Mais c'est une preuve assez difficile à apporter. Alors la négligence grave, est-ce que c'est une notion objective ou elle est laissée à l'appréciation des juges? Comment ça se passe? Alors, c'est une notion qui n'est pas définie par le Code monétaire et financier. On a uniquement un article, donc l'article L133-18, qui vient dire que quand la fraude a eu lieu, en cas de négligence grave de la part du payeur, donc de la victime, qui n'a pas permis d'assurer la sécurité de ses moyens de paiement, la banque n'est pas tenue à remboursement. Mais il n'y a pas de définition précise de ce qu'est cette négligence grave. Donc, c'est la jurisprudence qui a eu le rôle de définir et de fixer le curseur de qu'est-ce qu'une négligence grave. Donc, en général, on a quelques cas casuistiques. C'est assez casuistique, c'est vraiment au cas par cas. Donc, pour deux fraudes qui peuvent sembler similaires, parfois on va dire que la victime a été négligente, parfois c'est pas le cas. Il y a des cas un peu D'accord. évidents. Par exemple, on a un arrêt sur une victime qui avait laissé dans sa boîte à gants avec la carte bleue avec le code sur un petit post-it. Bon, bah là, c'est une négligence grave. Voilà, ça paraît D'accord. assez évident. Il y a des cas qui l'étaient moins, comme le cas que vous avez mentionné, qui est le cas du phishing ou hameçonnage, donc cliquer sur un lien ou sur un SMS. Et là, la jurisprudence est venue, la Cour de cassation est venue réaffirmer récemment qu'il s'agissait d'une négligence grave. Donc c'est vraiment du cas par cas, il n'y a pas de tendance de fond pour tel ou tel type de fraude? Alors, si, tout à fait. Enfin, c'est au cas par cas selon le comportement de la victime. Mais après, effectivement, par fraude, on a des tendances qui sont fixées par la Cour de cassation. Donc, en matière de phishing, la Cour de cassation vient dire qu'il s'agit d'une négligence grave. Donc, pour la dernière fois, le 15 janvier 2025, dans un arrêt, elle est venue dire. C'est assez particulier parce qu'en plus, c'était un phishing qui avait eu lieu au sein d'une entreprise. Enfin, les escrocs étaient passés, avaient envoyé un mail, un salarié avait cliqué dans un lien sur le mail, mais il avait communiqué aucune coordonnée bancaire, mais c'est uniquement le simple fait de cliquer qui avait permis à un cheval de Troie d'intégrer l'ordinateur et diligenter des virements frauduleux. Donc, c'était un cas dans lequel la négligence n'était pas si évidente et la Cour de cassation est venue dire dans ce cas-là, il y a une négligence grave, il n'y a pas de partage de responsabilité, la banque n'est pas responsable et c'est l'entreprise qui doit assumer entièrement la fraude. À l'inverse, dans un cas qui est le cas du spoofing que j'ai mentionné en introduction, où c'est un conseiller, enfin un escroc qui se fait passer pour un conseiller bancaire et qui fait passer à la victime des opérations de paiement, dans ce cas-là, la Cour de cassation indique de façon constante que le fait de faire des virements à la demande de quelqu'un qui se fait passer pour un conseiller bancaire n'est pas une négligence grave. On va conclure là-dessus. Merci Marie Polygone. Je rappelle que vous êtes cofondatrice associée au sein du cabinet Erigone. Tout de suite, on change de registre. On va parler philanthropie avec la fondation LexCase pour la protection de l'environnement.